Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendiez en double, on aurait dit un DJ, ça aurait été sympa. Je vais baisser mon petit retour son. David, est-ce que tu peux me dire un petit mot? Tu vas dire un peu plus qu'un petit mot quand même aujourd'hui. J'ai d'abord envie de vous dire bonjour, j'ai envie de vous dire on est jeudi et j'ai envie de vous dire ça fait plaisir de vous retrouver. Ouh, on est jeudi, exactement. La patate, le David. Je crois qu'on s'entend très bien, c'est parfait. En plus, aujourd'hui, on va aborder deux sujets existentiels extrêmement satisfaisants et extrêmement marrants et bandants. Bonjour à nos héroïques modérateurs. Salut Silencio, salut Nova Pyjama. J'espère que vous Les allez meilleurs. bien. On a passé une soirée de dingue. Hier, sur PlayStation, on a planté des. On a pla- Mais salut Samy aussi. On a planté des choux, c'était incroyable. T'as vraiment raté un truc de ouf. Mais là, on fait quelque chose de beaucoup plus encore intéressant, puisqu'on va parler comme aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ce petit carré en bas est vide. Franck Et n'est pas ça, avec nous aujourd'hui, parce que Franck est parti au golf et il est dans la bagnole. Et là, il doit être révolté dans sa bagnole en train de nous écouter dire: «Ah non, je suis pas en train c'est d'aller même au pas golf, vrai. c'est pas vrai, j'ai des clubs dans le coffre, mais ça veut rien dire.» Et donc Franck n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on pense très fort à lui. Je sais qu'il nous écoute parce qu'il a promis qu'il nous écouterait. Donc on en profite pour parler de sujets super cool. Merci Nova de partager le lien justement de la vidéo de Carlito qu'on va se passer un petit peu ensemble parce que on va commencer avec un. Alors les deux sujets du jour sont simples. On va parler effectivement de la com du gouvernement avec McFly et Carlito, les youtubeurs, pourquoi eux, etc. Qui conseillent, qui sont ces gens qui leur disent avec qui ils doivent bosser, etc. Est-ce qu'ils devraient faire, est-ce qu'ils devraient pas le faire, est-ce qu'il devrait avoir une agence finalement le gouvernement? On va en parler aussi. Et puis le second sujet, sujet très difficile, mais nous on aime bien les sujets difficiles et épineux. On n'a pas de problème à mettre la main dedans. Que David nous propose. Est-ce que les grosses marques sont condamnées à bosser avec les grosses agences? Est-ce que les petites agences ne sont donc destinées qu'à ne parler qu'aux petites marques? Ça, c'est une véritable question. Et en tant que petit patron de petites agences, je tiens à dire que je me sens extrêmement concerné. Si les grosses marques vous nous matez ce soir, regardez, Adidas. Adidas, on a quand même votre ancien directeur de création dans la boîte. Si vous voulez pas venir, c'est quand même cool. Et j'ai pas mis ce sweat exprès pour Adidas, je tiens à le dire. En fait, un peu aussi. Donc, on va parler de tout ça, super excitant. N'hésitez pas à venir dans le chat discuter avec nous. La semaine dernière, on avait plein de gens sympas de la com sur Twitter qui sont venus. Donc, vraiment, venez vous éclater et venez nous éclater si vous en avez envie. Cet espace est aussi le vôtre. Euh, ok, commençons par le commencement. C'est difficile d'avoir ignoré quand même ce gros phénomène, on va dire, du net. Vous êtes en train de voir actuellement sur notre, pour ceux qui ne verraient pas à quoi ressemble McFly et Carlito, c'est les deux oiseaux que vous voyez juste en dessous de moi dans la vidéo YouTube qui est en train de se diffuser. Euh, on vous la fait courte. Le gouvernement, grosso modo, est au milieu de la crise de la pandémie. On sait pas, confinement, pas confinement, ça va mieux, ça va pas bien. Tous les 2 jours, on a une bonne nouvelle. Tous les 2 autres jours, on a une mauvaise nouvelle. Tout ça est très très compliqué. Et au milieu de tout cela, on a McFly et Carlito, qui sont des youtubeurs qui sont super connus en France, hein. Ils sont très regardés, ils ont énormément d'abonnés, il n'y a pas de problème, qui viennent avec cette vidéo nous expliquer que Emmanuel Macron a un message pour eux, notre président, et que il leur a demandé de faire une vidéo pour leurs abonnés. Donc euh, c'est une démarche qui peut. Alors, c'est pas une première, hein, puisque des youtubeurs qui sont allés à l'Elysée ou qui ont déjà parlé avec Macron, il y en a eu pas mal. Hein. Je ferai pas la liste, mais je crois qu'il y a eu de Thibaut InShape en passant par je sais pas qui. Enfin, je veux dire, beaucoup de monde est déjà passé par le filtre présidentiel. Euh, mais le timing, même le truc, hein, on voit notre président à l'écran qui fait un selfie en vidéo pour demander de l'aide à McFly et Carlito sur les gestes barrières. C'est un choix assez particulier quand même, David, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, un choix particulier, je trouve que j'allais dire on analyse, c'est un grand mot parce que on va pas se croire sur France Télévisions un soir de campagne, mais si on réfléchit un peu à la stratégie numérique notamment et la stratégie plus globale de communication d'Emmanuel Macron, non, moi je trouve pas ça surprenant du tout. Je trouve même que c'est dans la suite logique des choses. Emmanuel Macron, c'est un président jeune dans ce qu'il veut en tout cas revendiquer. Il est jeune dans l'âge, c'est le plus jeune président qu'on ait jamais eu.
Il est jeune dans sa façon d'aborder certains sujets, dans la proximité avec certaines personnes qui ne sont pas de la sphère politique. Il a envie d'être le président des jeunes aussi. Il l'a dit quand il a été élu. Alors là, dernièrement, il souffre un peu sur le sujet, mais globalement, c'est ça qu'il veut faire passer. Le fait de choisir des porte-paroles de l'Élysée, en l'occurrence, ou des gens comme Gabriel Attal, qui sont là aussi jeunes, on n'est pas forcément habitué à ça. C'est aussi pour faire passer ce message-là de proximité, de rajeunissement de la sphère politique. Donc, je suis pas étonné, moi, de tout ça. Il y a une deuxième raison pour laquelle je suis pas étonné, c'est que l'Élysée, c'est une marque. L'Élysée, aujourd'hui, voire la présidence, c'est une marque. Et en tant que marque, elle doit réfléchir à sa stratégie de communication, à sa stratégie de perception, à son travail de comment on fait pour, à un moment donné, émettre un sujet, émettre une information, et comment, à qui on l'adresse, et comment cette cible va le recevoir. Et ce que je décris là, c'est pas autre chose que de la communication de marque. Donc le choix des influenceurs, il n'est pas déconnant dans la stratégie, parce qu'il est en phase avec les gens à qui veut s'adresser Emmanuel Macron, avec l'image qu'il veut donner, et ce côté Jones, si je peux le dire comme ça, même si l'expression elle est plus boomer qu'autre chose. Voilà, il veut l'installer, il veut montrer qu'il est accessible, contrairement à C'est un ce que choix je éditorial, c'est un choix d'audience, c'est un choix de quoi? Parce que moi je McFly et dirais d'abord Carlito, c'est quand même deux je mecs qui ont dirais fait une d'abord un choix vidéo politique. Parce où. que, d'abord, il est président de la République, d'une Hmm. part. Alors, il n'est pas patron d'un parti, mais enfin, quand même. Et puis, voilà, pour moi, c'est d'abord un choix politique, qui est que politiquement, aujourd'hui, on sait qu'il y a un désintérêt, mais massif, de la jeune population des 15-25 sur l'engagement politique, sur l'intérêt de la politique et des politiciens. Il y a un rejet vraiment massif, et qu'il sait très bien qu'une partie de son succès doit passer par justement ces gens-là. Donc le choix des influenceurs pour toucher cette cible-là, c'est aussi, si je peux le dire comme ça, il y a une notion de traduction. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est président de la République, on utilise un vocabulaire, on utilise une posture qui est difficilement lisible, et pas forcément perceptible par une partie de la population jeune, en tout cas, et qu'il a besoin aussi de traducteurs, je vais dire, d'une part, et également de prescripteurs, si je peux le dire comme ça aussi, puisqu'on va utiliser un terme de com. Ce travail de prescription, il doit être fait par des gens qui ne sont pas dans la sphère politique, et les influenceurs, ils sont parfaits pour ça, puisque même si il y a quelques influenceurs qui prennent la parole et qui s'engagent politiquement, c'est jamais, voilà, ça va jamais au-delà de on pense que les politiques c'est des cons, ou que la politique du gouvernement elle est pas suffisante. Ouais, mais l'efficacité de ce truc, tu vois, parce que dans le sens où quand t'es un jeune, t'es plutôt dans la rupture, t'es pas en train de te dire ouais, tout ce que dit le président c'est génial, vive le président, etc. Est-ce que t'es pas plutôt en train de te dire que on parle quand même de deux youtubeurs qui à la base cassent un peu tout le monde, se moquent de tout le monde, se sont moqués d'Emmanuel Macron dans le passé, etc. Se montrent à poil devant des classes de seconde dans un lycée parisien, ça c'était une de leurs dernières vidéos. Tu vois, tu peux même te dire que Oui, t'es mais normalement dans la rupture quand t'es un public de McFly et Carlito, et tout d'un coup, les mecs sont en train de servir les soupes du gouvernement. Est-ce qu'il mais n'y a pas c'est toute la aussi. Mais c'est toute la qualité du choix de ces mecs-là. S'il avait pris des gens, on va dire, plutôt à droite, ou plutôt avec des opinions politiques qui sont plutôt favorables à Emmanuel Macron, franchement, il se serait planté. Parce qu'à ce moment-là, ça sert à rien. Je veux dire, pourquoi aller conforter une base qui, de toute façon, t'est déjà plus ou moins acquise? Aller chercher des gens qui, aujourd'hui, sont des provocateurs, on peut le dire comme ça, même s'il n'y a pas il y a pas non plus de violence ni dans l'engagement, ni dans tout ça, mais aller chercher des gens qui sont plus tout à fait jeunes, hein, enfin pardon, mais ils n'ont pas non plus, Non. 20 ans, Ouais, c'est peut-être donc pour ça qu'ils ont accepté de le faire. Mais leur public à eux, il y a quand même une forme de rupture, tu ouais. vois. T'as Mais en des tout gens dans les cas, commentaires, etc., qui avant, sont pas avant de forcément parler d'eux, positifs là-dessus. avant de parler d'eux, si tu veux bien, on va revenir juste pour terminer sur Macron et sur son équipe de com. Le choix de ces mecs-là, il est bon. Il est bon parce que d'abord, on parle que d'eux, je veux dire, enfin beaucoup. Ils sont très visibles, ils sont même passés sur France 5 l'autre fois. Ça fait marrer quand même de te dire à un moment donné, ou sur Canal, de voir ces mecs-là présents sur la télévision linéaire. Le linéaire va les chercher pour apporter un peu de fraîcheur, etc. Bah, il a fait la même chose, lui.
le président de la République, à un moment donné, il a aussi besoin d'aller chercher des gens qui, fondamentalement, sont pas des gens qui vont prendre la parole pour lui. Ce qui aurait été surprenant il y a 2-3 semaines, ça aurait été que, sans le demander, ils se mettent à parler de Macron en disant ouais, ça reste un président plutôt cool, plutôt marrant, plutôt machin. Là, c'est l'inverse, c'est Macron qui joue. Alors, je pense que ça s'est pas passé comme ça, hein, ça m'étonnerait, mais qui joue le côté je vous demande un truc. Eux qui disent ah non, on va pas le faire et tout. Bon, finalement on le fait. Ouais, c'est marrant, c'est quand même le président de la République. Le truc de dingue. Enfin, tu montres la vidéo, mais c'est vrai que c'est hyper inattendu. Et puis il y a un côté, encore une fois, il y a un côté provoque, c'est-à-dire que quelque part, l'audience de McFly et Carlito, ce qu'ils attendent de McFly et Carlito, c'est qu'ils lui rentrent dedans. C'est un peu la déception qu'il y a eu quand le président de la République a été sur Brut. Je pense que les gens s'attendaient à un peu plus de. Alors, ça n'a pas été, ça a pas eu Ça n'a pas non plus été très la efficace douceur. pour Macron, tu vois. Non, c'est clair. Ça n'a pas été la douceur d'un débat. Ouais. Non, c'est sûr, je suis d'accord. Mais peut-être qu'ils auraient voulu un peu plus de rentre dedans et peut-être un peu plus de terre à terre, parce que souvent, d'un point de vue politique, il y a des projections où on est en train de travailler sur un truc, mais ça, voilà, sera pas efficace avant 6 mois, avant 1 an, avant 3 ans, etc. Bon, bref. McFly et Carlito, ce que leur public attend, leur audience attend, c'est que il y ait du croustillant, il y ait des choses un peu Nova Pyjama nous dit ça dans le chat, hein. Elle nous dit avec un autre truc sympa, les amoureux de McFly et Carlito sont ravis de ce défi car ils attendent de voir comment ils vont humilier le président dans leur prochaine vidéo. C'est ça. Est-ce que c'est pas ça le vrai danger? Est-ce que c'est ce que vraiment les conseillers du président ils ont prévu ça? Ils ont compris comment fonctionnait cette chaîne YouTube? Que l'idée de la contrepartie, c'est quand même d'aller à l'Élysée pour mettre le souk et pour démonter la réputation du président. Est-ce que quand on est une marque comme l'Élysée, c'est l'espèce d'ouverture à la jeunesse qu'on a envie de donner, sachant que la jeunesse en ce moment elle est plutôt victimisée et puis critiquée, mais aussi valorisée en ce moment en pleine période de pandémie. Il y a un petit peu de tout, hein. La jeunesse est quand même je dirais le catalyseur de beaucoup de peur, d'envie et de motivation. Et en même temps, on va aller à l'Élysée faire un concours d'anecdotes avec Macron pour le déstabiliser, le ridiculiser, et pour qu'à la fin on puisse dire les youtubeurs ont gagné. Et comme ils ont gagné contre Macron, c'est ça le plus fort. Et ça, c'est vraiment utile pour le gouvernement? Alors, moi je disais tout à l'heure que c'est complètement. Enfin, je trouve ça hyper malin. Alors pas malin parce que c'est attendu, donc on peut pas non plus hurler au génie en disant ils ont fait ça. Mais ce côté je m'expose, je prends le risque et je vais discuter avec des gens qui peut-être fondamentalement vont me faire tomber, enfin vont me faire un croche-patte pour que je me casse la gueule devant la France entière. Le parti pris, ok, il est intéressant et tout ça. Et je disais tout à l'heure, moi en tant que communicant, je trouve ça intéressant et on a tous hâte de voir comment ça va se dérouler. Là où j'ai un doute, c'est pas tellement sur l'Élysée en soi, c'est sur le contrat, si je peux le dire comme ça. Est-ce que véritablement McFly et Carlito ils sont engagés à quelque chose ou au contraire le côté spontané que tout le monde veut nous donner, c'est-à-dire l'Élysée, enfin Macron qui dit ça serait cool machin, moi je veux bien participer aux anecdotes, par contre c'est 10 millions de mecs, enfin voilà, un truc déjà vu, le challenge 1000 fois, 1 milliard de fois vu, ok. McFly et Carlito qui disent ouais, je sais pas, machin, bon, ouais, c'est quand même le président, ouais, on va le démonter, ça va être trop drôle, venez voir, etc. Ok, mais la réalité, elle est où là-dedans? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu tout un travail en amont entre les communicants de l'Élysée, entre McFly et Carlito, entre les gens qui encadrent McFly et Carlito, et il y a eu une discussion, et il y a une limite qui a été mise en disant vous pouvez pousser le bouchon, parce que sinon je pense qu'ils ne l'auraient pas fait, c'est pas leur intérêt non plus de s'exposer comme ça, mais vous pouvez pousser le bouchon, par contre la limite elle est là, et les mecs ont dit ok, on va pas au-delà de la limite. Ou est-ce que on est vraiment sur du spontané? J'y crois pas une seconde, hein, mais est-ce qu'on est vraiment sur du spontané? C'est-à-dire Macron dit de toute façon moi j'ai rien à perdre. En ce moment il est en train de se faire mais démonter par tous les jeunes. Les images des étudiants sur les trottoirs, elle est restée cette image-là. Elle est violente, elle est socialement et politiquement, elle est ultra violente et elle fait beaucoup de mal à Macron qui n'avait pas besoin de ça. Donc c'est un move intéressant. Mais c'est quand même est-ce que véritablement il y a une liberté de ton, d'accès, de questions, etc. Moi j'ai du mal à y croire, parce qu'à un moment donné c'est quand même le président de la République, qu'il a, outre son travail d'image, il a aussi un travail
de politique et d'hommes politiques, de président de la République. Il y a des choses très sérieuses qui se passent quand même en France. Ce confinement, économiquement, on n'est pas bien. Socialement, on n'est pas bien. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans la liste de ce qui ne va pas. Et aller faire le pitre, parce que, pardon, mais il y a un peu de ça quand même, aller faire le pitre pour amuser la galerie avec un McFly et Carlito qui ne changeront rien socialement à quoi que ce soit, c'est quand même une prise de risque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est trop convivial, si c'est trop drôle, si c'est trop dans la proximité, je te tape dans le dos, je te tutoie et je me marre, je pense que ça peut se C'est retourner déjà un contre peu tout un le monde. échec médiatique parce que la réponse de McFly et Carlito, elle n'est pas diffusée sur les chaînes. Je veux dire, on en a parlé au moment pour se moquer hein, médiatiquement dans l'espace médiatique. On en a parlé de l'appel de Macron à McFly et Carlito pour se foutre de cet appel justement et pour le mettre en parallèle avec les actions qui sont faites ou pas faites face aux défis des universités, que ce soit dans la précarité des étudiants ou de toute la thématique islamo-gauchiste, qui sont des sujets beaucoup plus graves, entre guillemets, que le message de prévention demandé pour la jeunesse par Emmanuel Macron. Donc il y a aussi un télescopage de sujets. Et puis là, maintenant qu'on peut voir actuellement la chanson hein, qu'ils ont donc produit pour générer les 10 millions de vues que le président leur a demandé. Et puis finalement, cette vidéo de 12 millions, il y a 12 millions de personnes qui l'ont peut-être vue, mais médiatiquement, personne ne l'a vue. Je ne l'ai pas vu passer sur BFM, sur CNews ou sur TF1 ou France 2. Donc c'est un échec. On est déjà sur un échec et puis, quelle est la valeur d'espace médiatique. Quelle est la valeur Quelle est la valeur Je veux dire, à un moment donné, quand on investit en communication, a priori, on est sur un exercice non financé, puisque c'est censé être spontané, c'est censé être, tiens, moi je vous challenge, ok, on répond au challenge, on a gagné, bon bah ok, je viens. Donc on est a priori pas sur un exercice rémunéré, hein, c'est comme ça que moi je l'entends en tout cas. Regarde les moyens qui sont Donc, comme ça. développés. Il y a des travelling, il y a des caméras, je sais pas s'il y a des Peut-être, crédits à mais la en tout cas, fin avec les trucs. moi ce que je dis, c'est qu'officiellement, il n'y a pas une demande de l'Élysée, il n'y a pas un contrat entre l'Élysée et McFly et Carlito qui dit, voilà, pourtant, machin, etc. Donc ça, normalement, on est dans le spontané. Donc la vraie question, moi, que je me pose derrière, c'est la valorisation de tout ça. Et pour les uns et pour les autres. Alors, pour McFly et Carlito, c'est assez simple, c'est le nombre de vues, c'est évident. Si on atteint 12, 15, 24, 30 millions de vues, le carton il sera total. Accessoirement, il y a la pub qui vient financer tout On ça. a une réaction sur le chat de On Neige Actif qui nous dit c'est fait pour faire le buzz et détourner l'attention des sujets gênants. C'est la stratégie de communication de Macron depuis le début de son mandat. Euh, on pourrait dire que c'est le cas, mais ça a totalement foiré en fait, non? Parce que même Alors, la détourner jeunesse l'attention, s'y est pas pris. Est-ce que détourner l'attention, mais je pense que je suis pas sûr. Précise-nous, mais tu veux dire par rapport au problème des étudiants, par exemple, tu penses que c'est l'attention des jeunes ou c'est l'attention du public en règle générale? Parce que là, pour le coup, McFly et Carlito, on vise un public super jeune. Hein, je veux dire, on est dans le lycéen collégien, on est dans le lycéen collégien max. Hein, on n'est pas dans non plus le 25-40 balais, même si les mecs ils ont des bonnes têtes ils ont plus 25 ans quoi. Regarde, ils ont vraiment plutôt 25 ans les mecs. Donc l'idée de ça c'est de se dire, Non, mais, est-ce que ça a marché ou pas, tu dirais, David? Franchement. non, mais moi, Succès ou flop total? je pense que là où il a raison, notre ami dans le chat, c'est que, alors, détourner l'attention, je sais pas, mais en tout cas, dédramatiser la chose, oui, c'est évident. Je veux dire, ce qu'est en train de faire Macron et l'équipe politique, l'équipe de communication de Macron, c'est clairement fait pour ça. C'est fait pour qu'à un moment donné, on dédramatise les choses, on retrouve une proximité avec Macron, et on se dit, oh, finalement, il est quand même sympa, donc parce que tu peux être sûr que ça va être abordé. Enfin, si c'est pas abordé, c'est une vraie connerie. Mais on est dans une culture du making of quand même, parce qu'aujourd'hui tu peux plus rien faire sans devoir expliquer comment ça s'est passé. Mais si aujourd'hui, si dans la discussion, il y a à aucun moment, parce qu'aujourd'hui c'est présenté comme le reste des émissions de McFly et Carlito, c'est-à-dire une suite d'anecdotes avec du vrai, du faux, et il y a un commentaire sur les anecdotes. Si on parle là-dessus, il y aura aucune remarque, aucun discours politique sur ce qui se passe en ce moment dans la vie des étudiants ou des jeunes. Parce que c'est pas l'émission. C'est en ça où la catastrophe est à venir. Parce que n'oublions pas que maintenant que cette vidéo a été diffusée, c'est le match retour qu'ils attendent. Et moi, je te parie que cette fois-ci, quand les chaînes médias et les chaînes d'information n'ont pas à parler de la vidéo des 12 millions de vues et n'ont pas à parler de cette chanson et n'ont pas diffusé du tout, je peux t'assurer qu'ils vont diffuser la vidéo du match retour de Carlito et McFly à l'Elysée où ils vont aller bâcher le président. Et on aura des éditorialistes, on aura des tas de gens qui auront envie de discuter de ce sujet-là et pas du tout du fond. Donc c'est un peu un fail, non? Pour moi, c'est un gros fail si au final, les deux seules choses que l'espace médiatique a retenu, c'est l'annonce, le président demande à deux youtubeurs
populaire et plus ou moins clivant de faire la vidéo. Et puis on aura maintenant, ensuite le match retour. Ils sont reçus à l'Elysée et ils ont bâché le président dans l'Elysée, par exemple. Je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a l'aspect politique de la chose. Là, c'est déjà un fail. Tu ne viens pas parler politique, tu ne viens pas rassurer une partie de la population, tu ne viens pas passer des messages dans une émission d'anecdotes menée par deux mecs drôles qui sont là pour détendre l'atmosphère, etc. Hmm. C'est pas possible. Le climat en ce moment ne s'y prête pas, et je pense que là-dessus, c'est un peu nous prendre pour des cons, si je peux le dire méchamment, que d'aller sur une émission en se disant bon allez, on se calme, on va tous autour du feu boire un chocolat chaud avec des marshmallows et on va se détendre et ça va être cool. Ça, c'est pas possible. Parce que les gens à qui on s'adresse, ils n'ont pas envie que le président soit cool. Ce qu'ils ont envie, c'est qu'il transpire. Ce qu'ils ont envie, c'est qu'il se démène. Ce qu'ils ont envie, c'est qu'il les Il a rassure. pas l'air Ce qu'ils ont cool. envie, c'est qu'il... Il a pas l'air cool de toute manière. Non, Il mais est peu là dans importe. son petit costume un peu On verra coincé. déjà, typiquement, on verra déjà comment il est habillé. Ça paraît Hmm. très con, mais je peux te garantir que s'il n'est pas en habit de président, déjà, ça voudra tout dire. Donc ça, c'est la première chose. Là où c'est un succès, c'est que putain, on ne parle que de ça depuis des jours, je vais dire des heures. C'est le buzz du moment. Et ce buzz du moment, c'est un peu quand même une fenêtre ouverte pour Macron. C'est un peu de respiration. Alors, c'est certes pas un air, c'est un air pollué qui rentre dans la maison, mais c'est quand même un petit courant d'air. Et Alors, ça peut pas. prenons l'autre côté du truc. Le public de Carlito et McFly, ce sont pas des gens qui sont très pro-gouvernement. Quand t'es un gamin et que tu regardes des youtubeurs, c'est pour te divertir, c'est pas pour te remettre dans les histoires du gouvernement ou des news et des trucs, etc. Et certains l'ont plutôt mal interprété aussi, hein. On peut regarder dans les commentaires où les gens trouvent que Bien sûr. voilà, ils leur ont servi la soupe, que c'est pour se servir eux-mêmes, que c'est pour toucher un public qu'ils peuvent pas toucher, puisque en effet l'espace médiatique en a parlé, donc ils ont touché un plus grand public que d'habitude. Euh, Bonne OP de com ou mauvaise OP de com pour McFly et Carlito, qui n'en avaient pas vraiment besoin en réalité. Ils n'avaient pas vraiment besoin de toucher au gouvernement pour être très connus, populaires, faire de l'argent et avoir le succès qu'ils ont actuellement. Est-ce que tu penses que c'est le bon move? Si toi tu aurais dû conseiller McFly et Carlito, tu leur aurais dit écoutez les gars, allez-y, c'est tout bénef pour vous. Est-ce que c'est le bon Moi, je move pense pour eux? que, je pense que, moi, je pense que je l'aurais fait. Hmm. C'est le président de la République, donc ils auront pas beaucoup plus gros, quoi, à part aller chercher à un moment donné Biden ou le Mais ils ont eu des président stars, hein, chinois. ils ont eu Will Smith, ils ont eu des trucs comme ça, Très ils bien, mais ont. j'ai pas de problème avec ça. Hmm. Mais là, on est en train de parler d'autre chose. On est en train de parler de ce qui normalement est intouchable. Et je trouve intéressant. Alors, c'est le résultat qui va compter. Comme dans toute opération de communication, le truc qui nous intéresse, c'est l'indicateur. Yes, les Euh, KPI, c'est plus tout la mode les et, KPI, tu sais, hein. On en a parlé, et hein. la, Les clients et veulent la plus de réalité, KPI, ils s'en foutent maintenant. et la réalité, elle va être là Ouais. pour les uns comme pour les autres. En fonction des indicateurs qui vont être donnés après à cette interview, après cet entretien, on pourra se dire si effectivement la chandelle en valait le coup, le jeu en valait la chandelle, pardon. Et voilà. Après, tout ce qu'on peut dire avant, pour l'instant, on ne sait pas véritablement si c'est contractuel, pas contractuel. On ne sait pas si c'est aussi spontané qu'on nous le vend. On ne sait pas le contenu véritablement. Aujourd'hui, on nous vend une émission d'anecdotes comme il y a eu, comme toutes les émissions qu'il y a eu auparavant sur les anecdotes. Donc, est-ce que ce sera le cas, oui ou non? Et on verra les résultats. Est-ce que maintenant, moi, ce que je peux t'assurer, c'est est-ce que demain, l'audience de McFly et Carlito qui déteste Macron et qui se sent complètement oublié par la politique gouvernementale vont avoir un 180 degrés? La réponse est non. Ça changera strictement rien parce que c'est pas l'objectif de l'émission. Il y va pas, je pense, pour vendre quoi que ce soit d'autre que quand même, je suis un mec sympa, quand même, je suis un mec drôle, quand même, j'ai de l'humour, quand même, j'ai de l'autodérision, mais ça changera pas grand-chose. Eh bien, tu sais quoi? Je te propose qu'on fasse tout ça la semaine prochaine avec Franck, dès que Franck nous aura rejoint, puisqu'on ne sait pas où il est, mais il va bien, hein, on vous rassure, hein. Il paraît qu'il conduit des bagnoles, donc il va très bien. Donc, tu sais quoi? Peut-être que d'ici la semaine prochaine, on aura la fameuse vidéo retour à l'Elysée avec Emmanuel Macron et versus McFly et Carlito, et on pourra en redébattre à ce moment-là. En tout cas, pour l'instant, nos petcoms, on sait pas trop, en tout cas, on n'a jamais autant parlé de McFly et Carlito, donc good pick pour eux. Je te propose maintenant de passer. Alors, juste dans le chat, on a Silencio qui nous disait on n'a pas envie d'un président qui s'adresse au peuple, mais qui travaille pour le peuple. Giscard aussi voulait paraître jeune. Résultat, Mitterrand. Oui, enfin, j'ai envie de te dire, ce qui sera très intéressant quand on verra
après les élections, hein, c'est de voir comment un président qui a pu être dans la pandémie, on verra d'ailleurs pour tous les présidents qui ont vécu la crise de la pandémie, le taux de réélection, comment il sera. Pour moi, ça me paraît être ça ce sera pas la jeunesse le problème de la réélection, je pense. Ça risque d'être un peu plus vaste que ça. Ce que je vous Non, mais c'est propose, intéressant, ouais, juste 30 secondes vas-y. là-dessus. Silencio, il a raison de dire ça. Je pense qu'on attend d'abord des faits et du concret avant de promesses et de chat. Et c'est beaucoup d'ailleurs le reproche qu'on fait à Macron. Mais ce que je trouve malgré tout intéressant, c'est de se dire, c'est quand même c'est un environnement un peu spécial. D'abord, il y a le poids des réseaux sociaux, il y a l'importance qu'ont pris justement ces influenceurs, si on peut les appeler comme ça, le poids de ça. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui regardent les vidéos de McFly et Carlito qu'il y a de gens aux 20h. Il faut quand même pas l'oublier, quoi. Alors qu'à une autre époque, ça n'existait pas comme ça. Que Macron, c'est le mec le plus jeune qu'on ait eu à la présidence et qu'il y avait des attentes par rapport à ça, que ce soit des attentes politiques, mais aussi des attentes de changement, de comportement, d'attitude avec les gens. Encore une fois, de cette logique de proximité. Moi, j'ai envie d'un président qui me parle, mais j'ai pas envie d'un président qui me fait des promesses. Et les attentes que peuvent avoir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans le camp de La République En Marche, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas cette politique-là, qui n'aiment pas cette envie-là du président d'aller se montrer et de faire le clown sur des émissions YouTube avec des gens qui, de toute façon, n'ont pas, entre guillemets, pour eux, la compétence d'aborder certains sujets politiques, etc. Donc c'est intéressant aussi ce rapport de force. Macron, il se fait pas que des amis dans son camp quand il va en pleine pandémie, en pleine souffrance des étudiants et de la jeunesse française. Quand il va dans un show comme ça, il se fait pas que des amis. Donc c'est aussi intéressant de voir comment les gens vont réagir à ça, y compris les 15-25. Bah, très bien. Et ben la suite du match retour, moi j'ai hâte de voir cette vidéo de McFly et Carlito à l'Élysée. Ce que je te propose maintenant, c'est de partir sur notre second sujet du jour. Le second sujet du jour Ouais. aujourd'hui, c'est un sujet qui est super dur. Jamais on va y arriver en aussi peu de temps à couvrir tout ça, mais est-ce que les grosses marques sont condamnées à travailler avec des grosses agences et les petites marques à bosser avec les petites agences, ou je pourrais dire l'inverse en fait? Est-ce que les petites agences sont donc condamnées à bosser avec les petites marques et les grosses agences à bosser uniquement avec des grosses marques? C'est un petit peu l'œuf ou la poule ton truc là, non? Je veux dire, c'est de Graal ta question un peu. Alors, c'est marrant parce que on n'a pas du tout la même vision des choses sur la question elle-même. C'est-à-dire que moi, je fais quasiment un constat. Et dans le groupe, quand on a discuté ensemble, bah justement, tu disais, est-ce que c'est pas un objectif de casser un peu ce truc-là? Il y a deux visions, à mon avis, enfin deux approches dans la réponse à apporter à cette affirmation, puisque très clairement aujourd'hui, quand on regarde le paysage publicitaire, quand on regarde le paysage de communication, les grosses agences, les gros annonceurs se trouvent, les petites agences, les gros annonceurs ne se trouvent pas. Et c'est un constat réel. Il y a des chiffres qui démontrent que clairement, aujourd'hui, les gros annonceurs préfèrent travailler avec des grands groupes ou des grosses agences. Donc, il y a deux approches pour moi, enfin deux parties à la réponse à est-ce que ça peut changer. La première réponse, enfin, le premier constat peut-être, il est juste technique en fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus de grands annonceurs, de gros annonceurs, qu'ils soient industriels ou autres, ne choisissent plus leurs agences de la même façon qu'il y a 30 ou 40 ans, même peut-être 20 ans. À une certaine époque, c'était une équipe de com qui choisissait son agence, ou c'était le président qui était hyper pote avec le président d'un groupe d'agence ou avec je sais pas qui. Mais le choix, il était relativement simple, si je peux le dire comme ça. Il pouvait être un peu biaisé, hein. C'était la grande époque des voyages, c'était la grande époque des matchs de foot avec les loges, etc. Mais en tout cas, globalement, le choix, je parle pas encore du fond, mais en tout cas, le choix, il pouvait se faire comme ça. Dans les grands groupes, aujourd'hui, c'est quasiment terminé, ça. Le DIRCOM, ce n'est qu'une partie de la sélection. Il y a de plus en plus, aujourd'hui, il y a un aspect juridique. Et cet aspect juridique, il est porté par la direction, évidemment, juridique, et il est porté, évidemment, par la direction des achats. Et ces aspects juridiques et ces aspects achats ont complètement changé la donne sur la possibilité de certaines agences d'entrer dans des groupes. Il y a quelques années, des
des petites agences, notamment dans le digital, pouvaient rentrer dans un groupe, chez un gros annonceur et trouver des budgets de dingue et arriver à construire quelque chose dans un grand groupe. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible Ouais. parce qu'entre autres choses, première chose, il y a ce risque du chiffre d'affaires, puisque au-delà d'un certain pourcentage du chiffre d'affaires, on ne peut plus. Il y a un risque en fait que si la boîte ferme, l'annonceur soit obligé de racheter, en fait, d'intégrer les gens Oui, mais pour là, tu qui. parles de minuscules agences. Ça, c'est un peu, excuse-moi, hein, mais C'est pas on peut minuscule. faire. Attends, alors déjà, on est en France, c'est vrai, il y a des lois, etc. C'est compliqué. Mais d'abord, les contrats sont faits pour ça aussi, déjà. Donc, il n'y a pas que la marque qui s'engage, il y a aussi l'agence qui s'engage à ce que le client soit pas trop gros. Et puis ensuite, il y a aussi ce que tu fais des zonos. À un moment donné, quand tu es une petite agence et qu'une grande marque de bagnole ou autre a envie de travailler avec toi et désespérément envie de travailler avec toi, ces 23% sont pas un problème si ce que tu payes en nono ne performe pas, n'explose pas le hamster d'agence que tu as Oui, décidé de mais choisir. Donc il y a là, un, t'es il y a un- déjà, il y a là, t'es une- déjà au next step, Thierry. T'es mais déjà au c'est le next bon, step. mais c'est le bon step. C'est ce step-là, c'est cette Je te dis pas conversation le contraire. que les Et marques c'est devraient avoir là, avec les agences. c'est toute la différence, c'est exactement ce Moi, je que veux je dire, voulais on a dire. pu travailler avec Orange, on n'avait pas de problème avec ces 23%. Donc les Dans petites ma agences première, y arrivent. déjà, à la différence près qu'aujourd'hui, enfin bon, attends, on va pas rentrer là-dedans tout de suite. La première chose, c'est que, Ah, tu le encore une vois fois, le moi, je suis serpent dans de le mer, hein? constat. Je suis dans le constat. Et le constat, il dit Mm. quoi? Il dit, voilà, juridiquement, et avec le poids, le choix des achats, ce n'est plus simplement les gens de com qui choisissent la créativité, la qualité, la structure, l'organisation, le portefeuille, etc. Il y a derrière d'autres gens qui peuvent mettre un veto et qui donc disent Je suis d'accord, non, on peut David, pas. mais la direction des achats, elle parle quand aux agences? Parce que moi, je veux bien être filtré par des directions des Non, mais ça achats se qui passe vont pas comme ça. m'expliquer tout ça, mais bah oui, mais c'est ça le problème. Il est là le Non, souci. Bah si, c'est un souci. non, mais c'est un problème pour toi parce que tu es agence. C'est pas un Oui, problème pour l'annonceur. mais c'est un problème pour la créativité, non? C'est un problème de se dire finalement, Mais c'est pour ça moi, que je mon vais essayer cerveau d'aller au créatif, bout. il fonctionne que dans 4 networks et ça s'arrête là. Et au Je vais final, essayer d'aller au quand... bout. Vas-y, Euh, vas-y. Quand les achats, tu les verras pas pour la simple et bonne raison que tu n'es pas consulté. C'est pas a Parce que c'est des posteriori que lâches, ils les sont achats cachés dans leur interviennent. bureau. Ouais. C'est Oui, a priori, c'est-à-dire que comment ça se passe? Moi, je l'ai vécu. Euh, on prend aujourd'hui la fiche juridique et sociale de l'entreprise. On regarde son chiffre d'affaires. On demande lors du premier tour, c'est-à-dire que c'est même pas un premier tour puisqu'il n'y a pas de consultation, c'est simplement une demande d'information auprès de l'agence sur son chiffre d'affaires, la constitution de son portefeuille et toutes ces choses-là. Et ensuite, on décide de dire il y a un risque, il n'y a pas de risque. Le juridique dit OK, il n'y a pas de risque, on y va. Les achats disent OK, il n'y a pas de risque, on y va. L'agence, elle rentre. Le juridique dit oh là là, danger. Les achats disent veto. L'agence, elle rentre pas. Et ça, et c'est un où est constat. la zone de dialogue avec les patrons d'agence pour répondre aux questions Il n'y en a métaphysiques comme pas. c'est. Mais punaise, ok, je donne un truc tout con. On fait une campagne, ok. On fait distribution d'Orange, c'est gentil, Samy. On fait une campagne, on fait un film télé, ok. On fait un film télé, très bien. L'agence prend des zonos. Si ces zonos explosent de 23%, l'agence a aussi le choix de dire qu'ils veulent faire un film, ok? De ne pas dépasser ces 23% parce que c'est aussi la responsabilité. L'agence a aussi une responsabilité en termes de son chiffre d'affaires. C'est elle au final aussi qui fait du business ou pas, et c'est elle aussi qui signe des contrats ou pas. Donc à un moment donné, si moi, petite agence, j'ai vraiment envie de travailler avec cette grosse marque et cette grosse marque est amoureuse de mon idée créative, il n'y a vraiment pas de raison que dans mes zonos, je force le bousin à exploser mes 23%, sachant que je ne suis pas en capacité de le faire, puisque je suis par définition une petite agence. Donc ça ne devrait pas être un problème s'il y a une zone de dialogue pour se dire, est-ce que vous, petite agence, vous êtes prête à être un peu moins payé, mais à ce moment-là, pour pouvoir signer le film, faire le film, engranger le film et ressortir le film. Aujourd'hui, je trouve, David, excuse-moi, je trouve ça complètement dingue que le curseur de base dans une consultation en longue queue ou en ce que tu veux, que ce soit d'abord des critères financiers et pas une idée de la création ou du profil créatif ou des profils des gens qui sont dans l'agence ou du track record ou de ce genre de choses. À un moment donné, si le premier filtre il est la fiche d'identité légale, machin, etc., forcément derrière c'est la fin de tout en fait. C'est la fin des cerveaux. C'est à un moment donné, tu consultes pas le On a cerveau, une tu renseignes la tendance, fiche. on a une tendance aujourd'hui à ce que, alors, qui est peut-être un peu pour le coup, elle a peut-être passé son pic, mais il y a une tendance dernièrement à avoir une agence et non plus des agences. Et c'est le deuxième point que je voulais aborder. Le premier point, enfin, on va pas revenir dessus.
moi, tout ce que tu dis, j'y adhère. Maintenant, je fais juste un constat qui est froid, qui est de dire voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Et on peut en discuter tous les deux pendant 20 heures. Et on l'a déjà fait. Il y a des gens, aujourd'hui, tu ne pourras pas rentrer. C'est comme ça. C'est décidé comme ça. Y compris quand c'est des filiales françaises de grandes marques étrangères, où de toute façon, il n'y a aucun passe-droit. C'est comme ça. Il y a zéro prise de Ouais, risque. moi j'aime bien, tu vois, là je diffuse on regarde un petit peu Internet là dans notre petit écran. Moi j'aime bien Mercedes qui nous sort. Il faut protéger ceux qui crient du sens et des idées. Ouais, quand t'as un groupe, c'est facile de dire ça. Je veux dire, tu passes l'étape de l'affiche. D'ailleurs, quelque chose me dit que quand les grands groupes sont dans des longues, dans des longues queues ou des médiums queues, elles n'ont pas besoin de me présenter leur fiche. Le problème, il est là. Aujourd'hui, il n'y a pas de règle. Alors attends. Donc, moi, je parlais de ce premier point-là, et on y reviendra si tu veux, mais il y a un deuxième point qui est hyper important et que dont je commençais à parler. C'était le fait que de plus en plus ces dernières années, dans les 10-15 dernières années, il y a deux phénomènes qui sont très forts. Le premier, c'est qu'il y a de plus en plus d'agences qui proposent de tout faire, et donc on n'a plus une espèce de constellation d'agences selon leur spécialisation. Avant, il y avait une agence événementielle, une agence digitale, une agence publicitaire, une agence RP, une agence machin. Et puis, au fur et à mesure, le marché publicitaire s'est contracté. Il y a un certain nombre de gros acteurs du marché qui ont commencé évidemment à racheter des agences de CRM, des agences événementielles, des agences digitales, bien sûr, puisque c'est là où allait l'argent, et qu'il s'est construit des espèces de monstres qui du coup répondaient aux appels d'offres. Ça passait crème parce que un annonceur a 1, 2, 3, 10 millions d'euros d'investissement T'imagines, il a un publicitaire. interlocuteur, il est heureux, l'annonceur. Il est heureux. Oui, il est heureux. Et en plus, ça passe très bien au niveau des achats et du juridique, puisque comme ce sont des monstres, je dis pas que c'est une goutte d'eau, l'annonceur, mais en tout cas, il est beaucoup plus petit que quand il va travailler avec beaucoup d'agences et que du coup, chaque agence a son budget et que potentiellement, ce budget peut être très gros par rapport à l'agence. Et il y a un deuxième phénomène, en plus de cette notion de contraction qui est fait, qui passe par le rachat d'un certain nombre de compétences au sein de grosses structures, euh, qui me paraît important. Donc il y a cet effet de contraction qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus qu'un gros acteur. Et puis il y a un phénomène aussi de comment aujourd'hui l'annonceur arrive euh, à ne pas s'enfermer dans quelque chose malgré les contrats qui lui sont donnés. C'est-à-dire que depuis quelques années, on travaille par honoraires et ces honoraires sont en règle générale renouvelés alors selon les groupes, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ensuite, à nouveau, les achats, le juridique, les maisons mères disent vous ne pouvez pas vous engager au-delà de. Alors il y a des groupes c'est 5 ans, il y a des groupes c'est 3 ans, il y a des groupes c'est moins. Et ça, c'est un deuxième phénomène qui est arrivé, qui a été que, un, on a de moins en moins d'agences, et deux, on a des contrats annuels avec des honoraires. Qu'est-ce que ça change? Moi, j'ai connu une période où tu pouvais consulter des agences quasiment à la demande. Alors évidemment, pour les agences, c'est hyper compliqué parce que du coup, tu n'as plus d'honoraires récurrents. Enfin, c'est comme dans les apps avec les abonnements. Là, tu acheté une fois, et puis si tu étais content, tu y retournais une deuxième. Puis si ça se passait bien, tu y retournais une troisième. Et puis si la troisième, c'était de la merde, et tu dégageais l'agence et tu faisais une quatrième prod avec un autre. Et puis après, il y a eu ces gros contrats qui, au départ, concernaient que quelques annonceurs, qui avaient des gros contrats, les Citroën, les Renault, etc. Et en fait, après, tout le monde s'y est mis. Et au final, on va être très, très clair, très souvent, il y a une volonté de nouveauté, de changement, puis l'agence change, bouge, les gens passent d'une agence à une autre. Enfin, il s'est passé plein de trucs. Et du coup, cet engagement-là, il fait que on est tombé dans le phénomène de surappel d'offres où tu fais un appel d'offres tous les 3 ans, tu as 5-6 agences qui sont dedans, et très sincèrement, ces 5-6 agences, pour avoir fait beaucoup d'appels d'offres, c'est globalement plus ou moins les mêmes, c'est-à-dire celles qui gagnent des prix, celles dont on parle dans Et CB News et donc, tu n'as plus Stratégie. de petites agences. Tu n'as Et les plus de petites petites agences agences. là-dedans, elles sont Et complètement quand tu es zappées. une petite agence, tu crèves la bouche Et ouverte elles n'ont plus ou la place. tu Et on le dois, voit bien. tu dois faire des trucs que les agences normalement ne font pas. C'est quoi une petite agence? Une petite agence, c'est souvent un mec qui vient d'une agence normale et qui crée son agence. Ok? C'est ça une petite agence. Donc tu as des mecs comme moi qui vient d'agence, qui crée son agence
et tu viens avec les codes et tu viens avec les techniques, toutes les pratiques qui viennent des agences, et au final tu réalises que tu es totalement exclu de tous les process habituels de sélection d'agence pour deux raisons. La première, elle est administrative. Tu es petit, donc tu es compliqué. Ou tu es petit, donc tu es exigeant. Alors, je vois pas d'où ça vient, etc. Donc, c'est clair, tu prends la fiche d'une petite agence. En effet, tu peux atteindre les 23%, mais dans notre histoire à nous, en 9 ans, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé qu'on dépassait les 23%. Parce que finalement, les grandes marques ont besoin des petites agences, parce qu'elles ont aussi des petites prestations. Quand tu es un grand groupe et que tu as besoin de réseaux sociaux, de community management, de paid media, ou de choses très spécifiques que les grosses networks nous utilisent en sous-traitance pour le faire, mais quand un gros network t'utilise en sous-traitance pour faire des choses qu'elles ne savent pas faire, l'agence n'existe pas. Et comme l'agence n'existe pas, elle a aucune chance d'arriver sur les grandes marques. Et donc les petites agences peuvent mettre autant de logos de grandes marques qu'elles veulent sur leur site internet, au final elles ne les ont pas en nono annuel, etc. Et donc, que font les créatifs dans les petites agences? Ben, ils se barrent. Un créatif n'a aucune raison de cultiver sa singularité ou sa valeur dans une petite agence, alors qu'il sait très bien qu'il bossera jamais sur aucun sujet intéressant, puisque la seule chose que le patron d'agence d'une petite agence peut faire, c'est du grind. Donc le mec, il va aller chasser là où chasse le 0 degré de la com en France, c'est-à-dire demain tu travailles dans ton garage, t'es charcutier ou t'es blogueur et tu veux devenir un spécialiste de la com, il suffit de le proclamer, de l'être, et tu te retrouves à te battre avec des vrais patrons de petites agences pour des minuscules budgets qui commencent à 1000 balles et qui finissent à 30. Donc la réalité du patron de petite agence, elle est là. Elle est pas, c'est pas les compétitions, c'est pas les longues queues, c'est pas les recos, c'est pas, non, c'est la zone quoi, tu vois, c'est la zone. Et après, on voit des gens, alors, c'est ça aussi qui est étrange. Pourquoi est-ce que des grosses agences indépendantes acceptent de se faire racheter, puisque finalement le clivage il est encore plus grand. Plus les agences indépendantes se font engloutir par les networks, et plus les networks réussissent à affirmer aux annonceurs, vous n'avez pas besoin des petites agences, je les ai toutes dans mon bid. J'ai toutes les petites agences, elles sont dans mon bid. Donc tu veux la singularité de telle petite agence de CRM qui était intéressante, ou de digital, ou de social media, ou de ce que tu veux, je les ai bouffées l'année dernière. Je les ai, donc je peux les recracher. Donc on est face, excuse-moi David, hein, mais on est face à la fainéantise aussi de Dircom et de Dirmarket, hein, qui sont bien contents aussi d'être invités dans des restos 3 étoiles, de pouvoir parler avec des grands noms et des grandes stars, de grands groupes publicitaires que je citerai pas, on les connaît, hein, c'est ceux qui sont interviewés dans les magazines publicitaires. Vous n'avez qu'à lire l'ADN, CB News, Strat, Influencia et les autres. On n'invite pas de patrons de petites agences pour parler de créativité. Ils ne sont pas créatifs. Ceux qui sont créatifs, c'est les 5 ou 6 qu'on voit en permanence dans toutes les publications, parce qu'au final, ils sont les plus intéressants, puisque les talents ont envie de travailler pour eux, puisque les talents ont envie de travailler pour les marques, et donc au final, ça génère malheureusement des petites agences qu'on trouve. Moi j'étais étonné l'autre jour de voir ça, tu me diras, mais aujourd'hui, beaucoup de petites agences indépendantes sont des agences, par exemple, engagé politiquement, engagé sociétalement, engagé de toutes les manières que tu veux. Aujourd'hui, les agences indépendantes que tu trouves sont pas des agences indépendantes dont le cœur de métier est la création, mais dont le cœur de métier est la mobilisation ou la revendication ou autre. Nous, on a juste envie d'être créatifs et de faire le métier qu'on aime, tu vois. On n'a pas envie de se dire, waouh, vous êtes des militants parce que vous êtes une petite agence. Non. Notre but, c'est comme tout le monde, c'est de grossir à notre rythme, d'essayer d'avoir un morceau du truc. Et puis David, il y a un autre élément aussi dont on ne parle pas, et j'en profite pour en parler, c'est des fausses petites agences aussi. Parce que quand tu es le patron d'une grosse agence, hein, j'en ai vu, on en a vu, il suffit de lire CB News ou Strat, quand tu es un patron d'une grosse agence, que tu te barres, et que tu crées ton agence de 10 personnes, et que tu remportes un budget alimentaire au pif, j'en sais rien moi, un énorme Sodebo ou un truc comme ça, alors que tu peux pas normalement, David, on parle des 23%, et ben si tu es une petite agence qui a moins d'un an d'existence, tu peux pas apprendre à un gros client comme Sodebo par exemple. C'est pas possible. Pas vrai? Bon, et ben qu'est-ce qui fait que tu le prends? Tu le prends pas parce que t'es mignon, t'es cute, t'es jeune et t'es beau et t'es super créatif. Non, tu le prends parce que t'as un nom. Donc en fait, et c'est ça qui est génial aussi, c'est que la publicité ne. Oui, merci à l'ADN qui nous a reposté. C'est très gentil à vous l'ADN, on vous aime bien. En plus, j'aime bien, vous avez fait un petit changement dans la ligne éditoriale. C'était la petite promo gratuite pour l'ADN rapide. Si vous avez envie de parler aux petites agences, il y en a une là, très sympa. Et l'idée de ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, les petites agences n'existent plus, David.
En fait, dans les petites agences, tu as parfois un nom qui est tellement gigantesque que les gens ont envie de travailler avec lui parce que le mec était, il y a 2 mois encore, dans une énorme agence indépendante et que c'était compliqué de l'avoir. Et qu'aujourd'hui, quand tu es une petite marque, je sais pas, une start-up qui se monte ou un truc comme ça, eh ben, tu peux te payer l'ancien patron de telle ou telle agence. Et ça aussi, c'est intéressant. Donc, au final, nous, ça fait 9 ans qu'on existe. Mais pense à quelqu'un qui a envie de monter son agence en sortant d'école, il est foutu. Son avenir à lui, c'est pas de monter une agence, de créer un courant créatif, de créer un trend ou d'essayer d'être un petit peu innovant. Son combat à lui, ça va être de grinder comme petit chef de pub ou petit DA en espérant un jour devenir DC d'une entité, d'un groupe ou d'une agence qui se serait fait bouffer par un groupe. Et mon problème, il est là. C'est que quand tu es, peu importe, hein, une marque de bagnole, de téléphonie mobile ou autre, comment est-ce que tu cultives la différence, l'indépendance, bordel. Tu vois, rien que ça. L'objectivité, c'est-à-dire de ne pas servir la soupe parce que tu comprends, il y a, je vais pas, enfin, on a eu le cas il n'y a pas très longtemps encore, où tu as des gens qui te disent, j'aime beaucoup ce que fait l'agence, mais je veux pas vous conseiller parce que dans le groupe, il y a déjà une agence de digital ou de social media, et tu comprends, je suis obligé de conseiller l'agence du groupe. Donc, elle est où finalement la méritocratie qu'on nous vendait dans la pub? Elle a jamais existé, bien sûr, mais on nous l'a toujours vendue. Donc, comment est-ce que nous on fait pour créer cette illusion que finalement les petites agences peuvent devenir des grandes agences? Est-ce que finalement le seul cursus de tous les gamins qui sont à l'école de pub ou qui se destinent dans des carrières publicitaires, est-ce que finalement le seul objectif c'est Shawi dans une grande agence en espérant un jour devenir le huitième DA ou le second assistant du DC, parce que tu comprends, quand 3 mecs seront morts, lui à son tour va devenir DC et va monter son truc. Fuck it, David, tu crois pas? Le problème, il est pas chez les agences. Les agences font quelque chose de très concret. Il y a du Non, fric je chez suis pas les... d'accord. Là, je Je, suis pas je du tout trouve que les d'accord. agences, finalement, font un... Mais les agences, c'est des business, donc ils font des trucs Alors, business. Alors tout que ce les que gens tu as qu'on a en dit, face tout de ce nous que sont tu pas as des dit jusqu'à businessmen. maintenant, tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant est plutôt, voilà, je suis plutôt en phase. Par contre, dire aujourd'hui les agences n'ont pas de responsabilité, je pense que c'est totalement faux. D'abord, il y a quand même un organisme qui est censé rassembler un certain nombre d'agences d'un côté et un certain nombre d'annonceurs de l'autre. Et je pense que s'il y a vraiment une volonté Pour 5000 d'avoir une euros par an. hétérogénéité, Pour 5000 euros par an. une, hé- Et où une le rassemblement? hétérogénéité et une pluralité Hmm. aujourd'hui dans la création, dans la créativité, dans la réflexion stratégique, dans tous ces aspects de la communication, si on veut vraiment garder cette hétérogénéité, cette différenciation, euh, je pense que chacun a son rôle à jouer. Autant les annonceurs qui peuvent commencer peut-être à se poser des questions et plutôt que de mettre systématiquement euh, je ne veux pas m'en prendre à eux parce qu'ils sont pour rien. S'ils ont été bons et si on les choisit Oh. partout, c'est parfait. Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a combien d'appels d'offres où il n'y a pas Buzzman dedans, en dehors de ceux qui sont à moins de 200 000 euros. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai rien contre Buzzman. Je pense que c'est une agence créativement très forte. Ils ont fait plein de bonnes choses, c'est pas le problème. Mais à vouloir être partout, à aller sur tous les secteurs, à ne laisser la place à personne, je pense que là aussi on tue. Moi, j'ai lu une news ce matin qui m'a fait, qui m'a sidéré et qui en même temps va pas dans le bon sens de l'histoire parce que là, on est en train de parler quand même de la petite mort, entre guillemets, d'un certain nombre de gens, à cause d'un système, qui est ce système, d'un côté, je le disais tout à l'heure, du côté annonceur, de ne pas autoriser ou de ne pas laisser rentrer certaines agences très créatives pour des raisons financières, principalement. Et puis, de l'autre côté, ce système d'appel d'offres qui use beaucoup quand même les agences et les créatifs, qui a tendance à coûter très cher aussi, il faut quand même pas l'oublier. Répondre à un gros appel d'offres, c'est mettre beaucoup d'argent dans un plateau parce que c'est du temps, parce que c'est de la création, parce que c'est de l'achat de matériel, parce que c'est tout ça, et que ça coûte de l'argent, et que ça peut être une goutte d'eau dans un groupe mondial, et ça Bien peut sûr. peser très lourd dans une Très lourd. agence Hmm. à plus petite échelle. Mais je reprends donc la news C'est quoi la news? de mon adorable et que j'aime Lisa Weiler, avec son agence de RP, qui postait ce matin que la filiale de la communication pourrait déplorer plus un millier de faillites en 2021 contre 649 en 2020, auxquelles viendraient s'ajouter plus de 1300 faillites en 2022, Ça me soit surprend. près de 2300 disparitions d'entreprises sur 2 ans, dans l'hypothèse d'un retour à une activité quasi normale. Ce Ça m'étonne chiffre-là, pas. ce chiffre-là dit deux choses pour moi, Hmm. vraiment. Alors, elle dit en plus, au-delà des défaillances d'entreprises, ça ajoute plus de 5000 entreprises rencontrant actuellement de grandes difficultés. Donc, on est en train de parler de 2300 disparitions d'entreprises à 2 ans et 5000 entreprises en difficulté, soit 7000 entreprises concernées. Est-ce qu'il n'y en a pas trop à un moment donné?
est-ce qu'à un moment donné, cette Ouais. espèce Tu de mets pas en corrélation les pertes astronomiques des grands groupes publicitaires, hein. 1%, 2%, les chiffres ils sont publics, c'est eux qui les publient eux-mêmes, hein. Donc je veux dire, tu te rends compte? On a 5000 boîtes en difficulté, on va avoir des milliers de faillites cette année, c'est la pire année possible pour les petites agences, la pire parce que les annonceurs font quelque chose, Et les donc, je gros voudrais aller au bout annonceurs, de mon les gros histoire, je annonceurs du veux pas CAC 40, lâcher. vas-y, va au Je bout, voudrais aller va, au bout du truc. c'est un Je combat ce reviens débat, vas-y. Mm. au tout début de ma phrase qui était, je pense que les annonceurs aujourd'hui, je pense que les agences, tu disais tout à l'heure, ils y peuvent rien. Non, moi je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. D'abord, franchement, est-ce qu'il n'y a pas trop d'entreprises à un moment donné? Est-ce qu'il n'y a pas trop par rapport à la demande? Il faut aussi se poser cette question-là. Ça fait mal de se dire ça, mais à un moment donné, il faut aussi se poser cette question-là. Deuxième chose, moi je pense que les annonceurs, est-ce qu'il n'y a pas des règles à changer? Est-ce qu'il n'y a pas des fonctionnements différents à trouver? Est-ce qu'on peut s'autoriser certaines choses que déontologiquement certains aujourd'hui s'interdisent et disent ah non mais c'est pas bien de fonctionner comme ça. Donc peut-être que ça vaut le coup de réfléchir. Euh, 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 Peut-être aussi arrêter de vouloir absolument concentrer un certain nombre de compétences. Alors c'est peut-être super pour des gens Ah qui oui, vendent leur l'interne. agence, On n'a même pas parlé des agences internes. C'est une qui vendent catastrophe, ça aussi. Bien deux, trois sûr, fois le truc. bien Les sûr. annonceurs qui montent des agences en interne, moi je suis pas contre en soi l'idée qu'il y ait des compétences internes. Maintenant, est-ce que c'est le rôle d'un annonceur d'avoir son agence en interne? On peut se poser la question. Il y a une vraie différence entre avoir une agence interne chez Chanel, chez L'Oréal, ou chez un petit acteur, chez une PME qui a décidé de diminuer ses coûts envers les agences. Donc tous ces sujets de réflexion-là, je pense qu'il est vachement important à un moment donné Bon, aussi de peut-être excuse-moi, les mettre sur la diminuer ses table. coûts quand tu prends de la charge salariale en faisant une agence interne, j'y crois pas 2 secondes. C'est un choix, excuse-moi, c'est un choix de personnes non expertes et non éduquées. C'est terrible. C'est que tu as totalement raison quand tu es un Chanel ou un Van Cleef Arpels et tu as besoin d'une extension, je vais pas dire une agence interne, mais genre de deux trois personnes qui font des choses super délicates ou confidentielles. Nous on en a vu chez Nintendo par exemple ou ailleurs. C'est normal que tu aies un peu de gens en interne. Mais de là à totalement internaliser l'expertise des agences externes, enfin, je veux dire, la base de prendre une agence, c'est qu'une agence est capable de catalyser des talents. Je veux dire, une agence externe, c'est quoi d'abord? C'est d'abord des êtres humains, c'est des talents qui sont sélectionnés par une agence, qui sont foutus un petit peu dans une sorte de ligne éditoriale et qui sont capables de produire un effet et un effort créatif qui est dingue. C'est d'abord ça qu'on choisit. Déjà, il y a une perte de sens qui est dingue. Ensuite, sur les entreprises, le nombre d'entreprises, moi je sais pourquoi est-ce que les annonceurs choisissent aussi les grands groupes. C'est parce que quand tu as un grand groupe avec 400, excusez-moi, hein, mais une grande agence, pour moi, ça commence à 400 personnes, hein. Parce qu'on va arrêter aussi les petites agences et des agences à 400 personnes. We Are Social n'est pas une petite agence, hein, si vous voulez savoir. Donc le point là-dessus, c'est que quand on a euh, euh, par exemple des grands groupes avec 400 à 5000 personnes ou à 10 000 personnes, après tu as le grand groupe qui va dire, mais tu comprends, si je perds mon budget bagnole parce qu'ils ont choisi 15 agences pour les représenter, moi je vais foutre en l'air 2000 personnes, tu vois. Je vais foutre au chômage 2000 personnes. Et là, tu as aussi une responsabilité sociétale au niveau de l'emploi, tu as des responsabilités limites qui touchent le gouvernement, parce qu'effectivement, quand un grand groupe de com va perdre 1000 personnes parce que tu comprends, telle énorme marque a remis en question son budget et va le confier à 10 ou 15 agences ou va faire le truc autrement, et ben l'annonceur a une responsabilité et il doit se dire oh merde, je vais foutre 1000 personnes au chômage. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là-dessus aussi que comptent les grands groupes publicitaires pour faire pleurer tout le monde en disant ah ouais, mais si vous vous barrez, si la marque de bagnole que j'ai depuis 5 ans se barre, il faut que je vire 200 personnes. Punaise, c'est trop con, j'avais créé une structure rien que pour vous. Je l'avais appelé la voiture qui va bien. Romance. Et tu vois, j'avais oh non merde, j'avais créé une boîte rien que pour vous. Je suis obligé de foutre tout le monde au chômage. Vous allez pas faire ça. Donc on est au chantage à tous les niveaux et les grands groupes aujourd'hui respectent aucune règle. Aujourd'hui, moi David, je me pose une question qui est simple. S'il y avait un conseil à donner, parce que c'est l'histoire d'une rencontre, l'annonceur, l'agence, c'est toujours une rencontre. Que, que devrait faire la petite agence pour convaincre le gros annonceur que bosser avec des petits c'est bien, ça peut rapporter gros, les petits sont pas chers. Je vais juste vous rappeler un truc. Petit égale pas cher. Petit égale pas cher, mais petit égale costaud aussi. On a des très très gros talents. Donc quand vous avez des décès de la taille de ceux que nous on a chez nous par exemple, je suis désolé, il y a pas à dire. Le rapport qualité-prix il est dingue. Quel est le conseil David que tu peux donner aux petites agences pour qu'elles attrapent des gros annonceurs? Parce que y a-t-il seulement un espoir que ça arrive encore? Bah, je préfère ta deuxième question qu'à la Y a-t-il première. de l'espoir?
Je préfère ta deuxième. Moi, je crois que si le secteur se bouge pas, Ah, on est c'est un foutu alors. secteur. Ça fait 20 ans que ce secteur souffre. Ouais. Ça fait 20 ans que ce secteur se cherche. Mais ça fait aussi 40 ans qu'on a des acteurs qui sont les mêmes. Et quand c'est pas eux, c'est leurs descendants qui sont à la tête aujourd'hui de grandes structures et qui ne se remettent pas en cause et qui restent sur un système où on répond aux appels d'offres, où quand on perd un appel d'offres, on recrée une nouvelle agence dédiée. Ça a été fait chez Citroën, ça a été fait chez Bien Volkswagen, sûr, ça a été fait pour Audi, bien sûr. etc. Et c'est Ridicule. pas. Et là, je parle de la On vous bagnole voit parce les que c'est un mecs, sujet hein. que je connais. Mais il y en a partout. Il y a des gens très bien dans la pub. Il y a des gens franchement qui ont envie d'avancer, etc. J'ai pas de débat là-dessus. Je pense aussi que il y a des agences qui sont adaptées à leur clientèle. Je pense qu'il y a des petites agences qui sont très contentes de bosser pour des PME, pour de la localité. Bien sûr, Euh, la question se pose pas. il y a des très gros annonceurs qui ont besoin de grosses structures pour être solides, à l'international notamment, je pense. Voilà. Après, est-ce qu'on doit interdire, parce que c'est ce qu'on a fait, est-ce qu'on doit interdire la rencontre entre la petite agence, c'est-à-dire une agence qui pour moi a moins de 100 personnes, peut-être même moins de 50, et d'un grand groupe industriel ou d'un grand groupe qui aujourd'hui dépense 10, 20, 30 millions, pourquoi pas 35, 30, 40 millions aujourd'hui dans la publicité annuelle, alors qui n'est pas totalement dédié évidemment, qui n'est pas jeté, parce qu'il y a quand même beaucoup d'achats médias dans ces budgets-là, il ne faut quand même pas l'oublier. On est quand même très loin de dépenser 40 millions en honoraires, c'est heureusement d'ailleurs. Mais voilà, la vraie question, c'est comment on fait pour autoriser au moins la réflexion. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas autoriser voilà. Et ça m'amène à un autre sujet, c'est les agences entre elles. Il y a quand même aujourd'hui des marques qui font appel à des petites agences en marque blanche en disant on a soit une lacune de compétences, on a soit trop de taf et finalement on continue à faire rentrer de la demande, mais au Ouais. final, Mais c'est là que on tu parles on d'un. préfère. Là, tu abordes un sujet qui est encore plus hardcore, plus difficile. C'est les agences, comme elles sont petites, les petites agences ne sont pas en capacité de salarier les gens. Donc ils bossent avec beaucoup de free. Et là, l'annonceur se pose la question, mais si je bosse avec une agence qui agrège les free, pourquoi est-ce que j'irai pas bosser avec une grande agence qui agrège les free, mais qui ont le meilleur DC, le meilleur DIRCLI ou le meilleur truc? Tu vois ce que je veux dire? Et il est Bien là, le sûr. souci, c'est que le marché a tellement étouffé les petites agences qu'aujourd'hui, tu peux pas trouver de petites agences de 10 ou 20 salariés. Tu te rends compte, 10 ou 20 salariés en charge salariale, ce que ça voudrait dire? Parce que si tu. Je reviens sur l'histoire des 23% et des fiches et des machins des directeurs des achats. Mais les directeurs des achats, ils n'auraient pas ce problème parce qu'une petite agence, si on dit qu'une petite agence c'est 10 personnes et tu fous 10 charges salariales, et ben normalement ça veut dire que tu tournes, que tu fais bien, allez, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions de chiffre d'affaires. On parle de 10 charges salariales en France, vous vous rendez compte du délirium très mince du truc. Et donc, ce qui fait que les petites agences ne peuvent pas travailler avec des salariés, puisqu'on n'a pas des contrats comme les gros groupes sur 4 ans, 5 ans, 3 ans, etc. Ou même sur un an annuel à 10 ou 20 millions, il faut arrêter le délire. Donc, à un moment donné, en effet, tu ne peux avoir que des free. Donc, comme tu n'as plus de charge salariale, tu n'as pas de poids. Comme tu n'as pas de poids, tu peux pas passer le filtre des directions des achats. Donc, game over. En fait, C'est pour je ça que pense je que dis. c'est pas le AAC qui va nous sauver la vie, tu vois. Ce qui va nous Non, mais sauver c'est la pour ça vie, que c'est les il y a un truc. DIRCOM. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il y a une réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, quel conseil donner à une petite agence pour entrer chez un gros annonceur? Aujourd'hui, j'ai pas de conseil parce que c'est pas possible. Hmm. Parce que pour plein de raisons, on ne peut plus, ça n'existe plus, ça n'existe plus. Putain, Donc la réflexion, elle doit se Je faire m'attendais à un au-delà de message ça. d'espoir de ta part, David, bordel. Mais le message d'espoir, il est le suivant, et c'est la réponse à ta deuxième question. Hmm. C'est est-ce qu'on a le droit d'avoir de l'espoir? Moi, je pense que oui. D'abord parce que quand tu as 20% des entreprises d'un secteur qui est concerné par soit de la faillite, soit de la disparition, enfin voilà, quand on a 20% d'un secteur qui est concerné, ce secteur, il doit se remettre en cause. De la même façon qu'il doit se remettre en cause, excuse-moi, je le place à chaque fois, mais Vas-y. il doit se remettre en cause sur les histoires de harcèlement, sur les histoires de toutes ces Hmm. choses-là. Quand on a autant de gens concernés, on ne peut pas se contenter de dire oh là là, t'as vu les autres, c'est dégueulasse ce qu'ils font. Il faut aussi regarder chez soi. Et c'est un peu ce que je voudrais, Vu la marge de dire, dingue moi. qu'ils font, ils peuvent embaucher des gens pour ça, non? Attends, moi je voudrais aller au bout du truc. Ce que j'ai envie de dire, c'est pas un conseil aux petites agences, c'est un conseil au secteur en général, qui est de dire, moi je pense que les DIRCOM, je pense que les patrons des grandes agences, aujourd'hui d'ailleurs ils le font un peu différemment, si je peux me permettre de le dire comme ça. Ils le font quand ils vont consulter des gens
ça leur arrive très souvent, les grandes entreprises, d'aller consulter, alors non pas des Arthur Andersen, enfin des grosses sphères de conseils, mais plutôt des gens qui vont apporter une réflexion, quelque chose. Et là, ils le font. Et là, c'est possible. Et là, ça fonctionne parce que c'est à la demande. Donc, si c'est possible sur ce genre de sujet-là, moi, je pense que cette réflexion et cet échange qui doit être mis en place entre les DIRCOM, les patrons de grands groupes, les patrons de petites agences, et de se dire, il y a la possibilité pour chacun de bosser. Parce que on va pas se mentir non plus, dans les 20% d'entreprises qui vont mourir, il y en a qui méritent de mourir. Pardon d'être violent, pardon, mais il y a quand même des boîtes aujourd'hui qui fonctionnent Bah, des sur boîtes de qui la ont des merde. dettes, par exemple. Il y a des Attends, boîtes qui. Et puis il y a des moi boîtes j'en qui ai font de vu la plein, merde. des agences se faire racheter l'année dernière qui avaient des centaines de milliers d'euros de dettes. Donc Il tu y a trouves eu ça une normal? explosion à un moment donné d'agences digitales. Il y en avait de partout. Dans Ouais. toutes ces agences digitales, franchement, il n'y avait pas que du bon. De la même façon qu'aujourd'hui, vendre à un annonceur, non, non, mais le faites pas en interne. Moi, je vais prendre 3 stagiaires en bac plus 1 ou bac plus 2 qui ont besoin de stages de 2 mois non rémunérés, et puis on va vous créer votre truc, vous allez voir, ça va être nickel au niveau du community management, mais fuck it, quoi. Je veux dire, il faut arrêter aussi ce travail-là, il faut que l'annonceur refuse ce genre de choses, et il faut, d'autre part, que les agences arrêtent de proposer ce genre de solutions qui ne sont pas des bonnes solutions, Bien qui ne sûr. proposent pas la qualité qu'est en droit d'attendre Mais l'annonceur l'annonceur adore et le regarder à public. côté aussi, hein. Il Et sait très puis, bien dans mais son organigramme, il y a je le 50% de redis, stagiaires. il faut que les DIRCOM arrêtent d'accepter ça, et il faut que les patrons d'agences arrêtent de proposer ça, et il faut que les gens qui acceptent de faire ça arrêtent d'accepter. Mais voilà, globalement, moi je pense que le seul espoir qu'il peut y avoir, c'est qu'à un moment donné, on s'inquiète dans la filière pardon, communicante, on s'inquiète de se dire que certes la pandémie va tuer des entreprises, et je pense à nos amis de l'événement qui souffrent le martyre de ne plus pouvoir rien faire depuis un an. Et eux, pour le coup, c'est vraiment une conséquence aussi. Alors, il y a d'autres sujets sur l'événementiel, mais qui souffrent clairement parce qu'ils ne peuvent plus faire leur métier. Mais par contre, sur les publicitaires, que ce soit les publicitaires en ligne, enfin les publicitaires de communication digitale numérique, et de l'autre côté, les gens de pub mass média, etc., mais que tout ce monde-là arrête un peu, arrête un peu ce qu'ils font et se pose des questions sur ce qu'on fait depuis 30 ans, 40 ans, ce fonctionnement tel qu'il existe, comment on peut faire pour travailler ensemble différemment, et pas seulement dans une relation one-to-one, le DIRCOM et le patron de l'agence, le responsable pub et le responsable achat, etc., le responsable achat média, etc. Mais plus globalement, comment aujourd'hui les petits et les gros peuvent travailler ensemble, apporter des compétences, apporter de la réflexion, apporter de la hauteur, parce il y a aussi des usines à pub, et les petites agences, ce sont rarement des usines à pub. Les petites agences, ce Bah sont oui. des incubateurs. Les Ce gens sont pensent des... que les petites agences adorent faire des déclins de bannières toute la journée, Mais non, qui aime mais faire ça? dans les petites agences, il y a des gens qui ont plus de temps en créativité que dans des grosses agences où on doit sortir et pondre de l'idée à la semaine, quoi. Donc, tout le monde a un intérêt aujourd'hui à se trouver, à se faire travailler, et il faut arrêter d'opposer les gens, et il faut vraiment se poser. Et sincèrement, je pense que si cette ouverture d'esprit et si cette attitude ne se met pas en place, la pub va crever. La pub va crever parce que c'est pas les gros qui vont vivre tout seuls. Peut-être qu'il y aura plus de petites agences, mais sincèrement, ça va tuer. On le voit, la pub est partout, elle est sale, elle est omniprésente, elle est directive, elle est, euh, euh, elle est, euh, elle est tout le temps partout. Puis surtout, elle Euh, se copie elle-même, hein, donc c'est insupportable. On n'a plus de créativité, on a que du copier-coller, on a de la répétition. les pubs de la On- grande distribution, c'est toutes les et mêmes, hein. ça, c'est Punaise. dû au fait, encore une fois, qu'il Ouais. y a beaucoup trop de gens qui ont beaucoup trop de taf, et pas assez de réflexion, pas assez d'échanges, pas assez d'ouverture. Moi, en tant que consultant aujourd'hui indépendant, quand je travaille avec certaines personnes, la première chose que je leur dis, c'est trouvez-vous une journée où vous arrêtez ce que vous faites et allez voir ce qui se passe ailleurs, allez vous ouvrir le cerveau, et arrêtez cette espèce de grand 8 où il faut tout le temps sortir des trucs, tout le temps, etc. Ça ne peut pas fonctionner. Il y a un moment donné, on s'étouffe soi-même, et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire dans la pub. On est en train de s'auto-étouffer, on est en train de s'auto-tuer, et je pense que même s'il y a besoin de ménage, parce qu'il y a peut-être trop de monde, j'en sais rien, il y a un moment donné aussi où la pub, c'était un peu, moi, tu veux faire quoi? Je veux faire de la pub. Il faut aussi se poser des questions Mais c'est sur fini ses ça. C'est convictions, sur fini cette ses envies. époque. Mm.
Oh, il y en a encore, enfin, il y a encore beaucoup de gens, Mais et il y je en a peux t'en encore parler parce que parce que les grands, t'imagines, aujourd'hui, tu rentres chez un Publicis, un Havas ou un truc, les immeubles sont incroyables, on se croirait chez Google ou chez Facebook, les conditions de travail, les machins, les trucs, etc. Qui a envie de quitter un nid aussi douillet, etc. Qui a envie de sortir les doigts et d'arrêter de copier, coller son mais voisin en se j'ai disant, vu le putain, qui problème, a envie Thierry. d'arrêter de faire des ghosts pour aller avoir des C'est ce statuettes que de je veux te merde qui dire. vendent rien? Donc, Ça fait 20 ans pour certains, hmm. 10 ans pour d'autres, que ce sont les mêmes personnes qui prennent les mêmes décisions, qui tous les ans nous font des vœux à la con, qui tous les ans nous sortent des campagnes qui ne sont que finalement la répétition avec une goutte de création un peu plus Un poussée ou meilleur un peu plus. réal, une meilleure post-prod, Mais puis je c'est veux dire, tout. à un moment Hmm. donné, putain, sortez-vous les doigts. Moi, j'ai travaillé dans la cosmétique. Quand on voit les contraintes qui nous sont imposées, mais auto-imposées, personne, le droit, le juridique ne nous impose pas des choses. Mais la création a été tuée. La cosmétique ne crée plus. Il n'y a plus de pubs publicitaires de cosmétiques qui sont véritablement neuves, respirantes, aérantes, qui te permettent de prendre un bol d'air, qui te permettent de se sortir la tête. Non, on est sur les mêmes axes, on n'en sort pas. Et ça, encore une fois, c'est parce que on ne fait pas rentrer et on n'autorise pas aujourd'hui des gens qui ne sont pas du sérail à faire des choses. Moi, quand je suis arrivé de la bagnole dans la cosmétique, oui, j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière. Et à un moment donné, au bout d'un certain temps, on m'a dit oh là là, calm down. Hein. Je veux dire, on est dans la cosmétique, donc il me faut du visage, il me faut de la peau, il me faut de la lumière, il me faut ci, il me faut ça. Ok, donc acte. Mais à un moment donné, est-ce que vous respectez vos consommatrices en leur proposant tout le temps la même chose et un espèce de 1984 de la cosmétique? Mais non, bien sûr que non. Et c'est insupportable. Et c'est vrai dans la bagnole, avec les trois quarts avant et les trois quarts arrière sur les affiches, le coup de volant, le frein. C'est insupportable. Putain, la pub doit être créative. Si la pub n'est pas créative, que ce soit dans son travail de contenu ou dans son travail de réflexion ou dans sa structuration, elle mourra. Elle mourra de sa petite mort et on fera faire des déclinaisons en Inde ou en Chine et on achètera on fera du Canva où on changera juste un nom et une image, et ça sera la fin de ces grosses et de ces petites agences. Et je trouve ça dommage. Eh ben, dis donc, merci pour la note d'espoir, hein. On est bien servi là, dis donc. Vraiment, je pense que toutes les petites agences sont super assurées. Les gars, on va crever cette année. C'est le Moi, destin qui nous je attend. préfère gueuler comme un malade quand je vois le mur arriver, Ouais. plutôt que de se dire jusqu'ici tout va bien. Ah, Johanna a commandé une JoJo pause, alors je suis obligé, hein. C'est pas toi, David, tu n'es pas obligé, mais on a un nouveau truc, alors je vais faire une. Tu sais quoi, j'essaie de créer une petite galerie de JoJo pause pour JoJo pause, alors. JoJo pause. Avec le petit coup d'œil. Voilà. Très bien. C'est normal, ils dépensent leurs points, les gens. Ils dépensent leur argent. Moi, je donne ce que les gens font, dépensent. C'est tout à fait normal. Très bien. Eh bien, écoute, tu nous as quand même pas donné la solution pour avoir de nouveaux clients. Merci pour rien, David. J'espère que Franck, dans sa bagnole, c'est bien marré. Je suis sûr qu'il a pesté tout seul, qu'il a débattu tout seul devant son volant en Ouais, je disant vais mais non, prendre je ne cher. suis pas Je vais d'accord. prendre cher. Je ne suis pas d'accord. Franck, pas de problème. Match retour la semaine prochaine. Tu viens avec grand plaisir. Merci à tous les nouveaux followers qui nous ont rejoints pendant cette petite heure qu'on a passée ensemble sur le thème de la com. Vous êtes une petite agence. Venez, peut-être que David, tu peux pas créer un syndicat. Je veux dire, la AAA, c'est pas vraiment à la mode en ce moment. C'est un peu naze, Bah, pourri, créons ça la pue le vieux. BBDD. Euh, la quoi? La BBDD. La BBD, la BBBD. On va trouver un nouveau. Tu te rends compte, les mecs qui bossent dans la com, ils ont créé ce nom, tu vois. Je veux dire, tout va bien, tout roule. Donc, je sais pas c'est quoi la solution. Je suis un patron de petite agence et je suis très heureux d'être une petite agence. Et à chaque fois qu'un annonceur nous envoie chier parce qu'on est une petite agence, pour nous c'est juste le signe que les gens sont pas prêts. C'est une histoire de gens pas prêts. Donc un jour les gens, quand ils mettront la créativité first, avant de mettre leurs ambitions de bosser avec des grands groupes et surtout la peur de se faire éjecter. On n'a pas parlé de la peur de l'éjection du DIRCOM ou du DIRMarket, mais je pense que si les DIRCOM et les DIRMarket veulent venir nous parler de la peur du siège éjectable, ils seront les bienvenus. Mais on vous voit, on vous a bien compris aussi. On a bien pigé que vous avez peur de perdre votre boulot et que c'est mieux de donner du travail à des gros networks normalement pépères et sans risque que d'aller tenter d'essayer des choses nouvelles avec des petites agences. C'est moche, hein, parce Moi, qu'on je est un pays propose un truc. créatif quand même. Hein. Je propose un truc, c'est Ouais, déjà virons tous les abrutis qui harcèlent moralement ou sexuellement les gens dans les agences ou dans les annonceurs. ouais, Ça va faire de la place. Et à ouais. leur place, mettons des gens qui sont ouverts d'esprit, qui ont des envies, qui sont et créatifs, ou quand ils ne le sont pas, acceptent que les autres le soient à leur place. Et déjà, ça fera un bon bol d'air frais.
Ouais, mais comment on fait ça en fait? T'as une idée ou pas? Parce Bah, il y a que déjà des choses qui ont commencé. Je trouve que le travail qui a été fait, notamment par les Lyonnes, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut que les agences l'entendent et je pense que c'est aussi, la jeune génération, et pas seulement les vieux schnocks à poil blanc comme moi, qui doivent ouvrir leur gueule et qui doivent ne pas accepter, certains comportements, pour que les gens qui on en a aujourd'hui ont déjà ces parlé, comportements David. ne T'es restent pas pas. vieux. T'es pas vieux. Alors on m'a dit que j'avais pas fait correctement la pause, alors je vais la refaire. Attention. Voilà. Ceci est une Jojo pause. David, la semaine prochaine, c'est toi qui feras des Jojo pauses. N'oubliez pas, nos J'espère. emotes sont en cours de validation. Bientôt, vous gagnerez des emotes en dépensant votre argent sur la chaîne Twitch. Ça y est, je me suis fait un petit cadre sur le côté avec toutes les Jojo pauses. Désormais, je serai beaucoup plus efficace. Rejoignez-nous tout à l'heure dans Player Pass. Lancez des Jojo pauses à Nova Pyjama et aussi ce soir lors de la retransmission en direct du State of Play de PlayStation qu'on retransmettra à 23h ici également. Bonjour Kylian, t'arrives à l'heure, c'est bon, on est en train de commencer, pas de problème. Et je vous embrasse très fort. David, merci pour ce débat. Et si vous Merci à êtes un vous. annonceur, que vous regardez ce stream, s'il vous plaît, les annonceurs, faites confiance aux petites agences. Il y a de très très bonnes agences. Il y en a une qui s'appelle Everyone, elle est vraiment très sympa. Et on a un super directeur de création qui s'appelle Stéphane Godard. La victoire est en nous, vous connaissez. Bref, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, si vous êtes une grosse agence ou un grand groupe publicitaire, venez discuter avec nous. Venez faire travailler les petites agences. On a beaucoup de choses à apporter. Merci Je encore, serais David. ravi de parler avec vous. Bah oui, et venez dans le show surtout. Venez dans On nous a rien demandé. Le seul show sur Twitch, sur la com, par des gens qui bossent dans la com. C'est quand même pas mal d'avoir des shows sur la com avec des vrais gens qui font des recos, qui font des prêts et qui vendent des prestations à l'agence. Ça nous change des journalistes, c'est sympa, non? C'était une dernière pour la route. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Passez une excellente journée et continuez à être de bons pubards. Et moi, j'ai hâte de retrouver, notre Nova Pyjama à 14h parce que ça va être cool. Ça va être un bon moment. Player Pass, 14h sur Everyone la chaîne. À très vite. À bientôt tout le monde. Bye bye.